Quelle fut donc la fameuse affaire du Rainbow Warrior que vient de vous faire revivre ce documentaire réalisé par Mélanie d'Alsace et tiré de la série Les mensonges de l'histoire? 40 ans après, cache-t-elle encore des zones d'ombre? Et quelles leçons tirées de cette bien encombrante affaire d'État? Eh bien, nous allons en débattre maintenant avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat-Doc. Hervé Gattegno, tout d'abord. Bonjour. Bienvenue à vous, Hervé Gattegno. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez notamment longtemps travaillé au sein du quotidien Le Monde. On peut désormais écouter vos revues de presse sur Radio Classique, dont vous êtes le directeur de la rédaction. Et vous venez de publier chez Flammarion Deux bombes sous le Rainbow Warrior, les derniers secrets de l'affaire qui aurait pu faire couler Mitterrand. On va voir avec vous quels sont justement ces derniers secrets qui se cachent encore derrière cette fameuse affaire du Rainbow Warrior. Florent Vadillo est également avec nous. Bienvenue, vous êtes le président des études françaises de renseignement et de cyber et enseignant à Sciences Po. On vous a vu dans ce film que nous venons de voir et vous êtes aussi l'auteur de ce livre, Les coulisses du renseignement, publié au Cahier français. Et puis enfin avec nous, Patrick Careil, bienvenue à vous. Vous êtes ancien haut fonctionnaire, ancien directeur du cabinet de Charles Hénu à l'époque des faits, autrement dit à l'époque où il était ministre de la Défense. C'est la première fois que vous acceptez de témoigner dans une télévision française à propos de cette affaire et vous avez tenu en préalable à nous recontextualiser ce qu'a été cette affaire après avoir vu ensemble ce film. Je vous remercie de me permettre de le faire. On ne comprend rien à cette affaire si on ne sait pas dans quel état on était il y a 40 ans. D'abord, il y a 40 ans, la France faisait l'objet d'une campagne d'attentats extrêmement violente avec des morts partout, depuis celui de Beyrouth en 1983. Mais surtout, nous étions dans un contexte de conflit ouvert avec l'Union soviétique qui, depuis 1983, menaçait les grandes villes européennes avec les missiles SS-20. Et c'est dans ce contexte que le président François Mitterrand a été au Bundestag pour dire « les missiles sont à l'est et les pacifiques à l'ouest ». Qu'est-ce que vient faire là-dedans l'affaire Greenpeace? Nous avions des essais nucléaires qui étaient complètement indispensables pour réaliser la force de frappe, parce qu'il était impossible de le faire sans ça. Pourquoi Greenpeace vient avec le Rainbow Warrior? Parce qu'il veut nous empêcher de nous doter d'une force de dissuasion. Il faut savoir, et c'est une anomalie du film, on voit des essais atmosphériques. Il n'en est absolument pas question. Depuis 15 ans, tous les essais atmosphériques ont été arrêtés. Ils ont lieu désormais... Ils ont été arrêtés d'ailleurs en 1974. Absolument. Ils ont lieu donc désormais dans un puits qui est enfoncé sous le lagon, à 1000 mètres sous terre, et il n'y a aucune retombée. Donc quand on voit dans le film des gens parler des retombées, c'est dépassé depuis 15 ans. S'il vient et tenter de forcer le fait que c'est une zone militaire interdite, c'est pour empêcher les essais, c'est-à-dire pour empêcher la force de dissuasion. Donc ce que je veux dire en entrée de jeu, pour préciser pour notre débat, c'est qu'il était parfaitement légitime pour l'État français d'empêcher ces gens de venir nous empêcher de nous doter de quoi nous défendre contre l'URSS. Ce qui peut faire l'objet de débat, dont on va sûrement parler maintenant, c'est les conditions et les moyens dans lesquels ceci a été mis en œuvre. Mais ce n'est pas l'objectif, qui était parfaitement légitime. Le ministre de la Défense se devait de donner les instructions nécessaires pour qu'on puisse faire ces essais nucléaires qui étaient encore une fois indispensables pour qu'on puisse construire la force de dissuasion. Dès que les gouvernements successifs ont pu les interrompre, en 1996, parce qu'on avait mis au point un outil de simulation, ils ont été abandonnés. Voilà ce que je voulais dire en préliminaire. Hervé Gattegno, ce livre, Deux bombes sous le Rainbow Warrior, nous promet de nous révéler les derniers secrets concernant cette affaire. Alors, le travail auquel je me suis assigné, ça a consisté à remettre en ordre tous les éléments de ce puzzle et de le compléter là où c'était possible. Donc j'ai eu accès à des archives que je crois personne ou presque n'avait vues avant moi, des archives des services secrets français, du ministère de la Défense, des archives de la présidence de la République, de Matignon, du Quai d'Orsay, du ministère de la Justice. J'ai rencontré des témoins, des membres de cette mission, dont le nom de code était satanique, ça ne s'invente pas, et qui raconte encore aujourd'hui à la fois les difficultés de cette opération, sa légitimité, comme vient de le dire Patrick Careil, pour les membres du service. Bon, d'abord, les membres du service sont des militaires, ils obéissent aux ordres d'un gouvernement légitime, c'était le cas.
Et puis la légitimité même de cette opération, en effet, protéger l'arme de dissuasion nucléaire française, mais aussi les difficultés de cette opération, le peu de temps qu'ils ont eu pour la préparer et le fiasco auquel elle a conduit. Alors vous avez aussi beaucoup travaillé sur les archives de l'amiral Lacoste. Alors l'amiral Lacoste, ses archives sont révélées complètement, dans l'intégralité en 2022. Et l'amiral Lacoste, lui, décède en janvier 2020. Et notamment, il est dit, à nouveau dans ses archives, puisqu'il l'affirme, qu'il y a eu un rendez-vous entre lui-même et François Mitterrand. C'était le 15 mai 1985. Et lors de ce rendez-vous, l'amiral Lacoste affirme qu'il a eu le feu vert de la bouche de François Mitterrand. Ça, ce n'est pas dit dans le documentaire, et c'est un élément qui change beaucoup de choses. C'est le moment crucial de cette affaire. C'est le point clé. C'est le point clé du processus de décision, puisque effectivement le service action de la DGSE, à qui on avait confié cette opération, était réticent à l'exécuter dans les conditions qui lui étaient imposées. Il n'y avait pas assez de temps de préparation, pas assez de personnes sur le terrain, des conditions à l'autre bout du monde, dans une démocratie, un gouvernement allié du gouvernement socialiste français. Il y avait évidemment beaucoup d'obstacles, le service était réticent, et l'amiral Lacoste... Il ne rentre peut-être pas dans ce détail avec François Mitterrand, l'amiral Lacoste. L'amiral Lacoste, néanmoins, et c'est ça qui est très important de comprendre, c'est que l'amiral Lacoste pouvait, pour une opération de ce type, se contenter de l'ordre du ministre de la Défense, Charles Hernu. Cet ordre, il l'avait reçu une première fois, puis il a une confirmation de cet ordre une fois que le projet d'opération est monté. Charles Hernu lui redonne cet ordre le 6 mai 1985, et dans l'organisation de nos services secrets, dans une démocratie comme la France, pour ce qu'on appelle une opération ARMA, c'est-à-dire une opération qui ne vise pas à attenter à des vies humaines. À des vies humaines. C'est une opération qui ne concerne que des éléments matériels, si j'ose dire, un bâtiment, un avion, un bateau en l'occurrence. L'ordre du ministre de la Défense peut suffire. L'amiral Lacoste, s'il décide d'aller à l'Élysée, c'est précisément parce qu'il mesure les difficultés de cette opération et il sent que dans son service, il y a une réticence à l'organiser dans de telles conditions. Donc ce qu'il va chercher à l'Élysée le 15 mai, autrement dit une semaine après l'ordre du ministre, c'est une confirmation ou plus vraisemblablement, et il s'en ouvrira à plusieurs témoins à l'époque, une infirmation. Au fond, Pierre Lacoste attend du président de la République qu'il mette un feu rouge à cette opération, comme ça se produit souvent dans les services secrets, et d'une certaine façon, à sa surprise, le feu rouge ne vient pas. François Mitterrand valide cette opération. C'est pourquoi je ne crois pas du tout à la thèse du dialogue ambigu entre ces deux hommes. Le dialogue ne peut pas avoir été ambigu parce que l'amiral Lacoste est allé chercher chez le président de la République. Et le président de la République connaissait la nature exacte de ce qu'allait être cette opération, en tout cas la nature concernant le type d'opération. Le président n'a jamais à les connaître. Vous savez, c'est le fonctionnement des services secrets dans une démocratie. Le président ne connaît pas les détails, il connaît l'essentiel, mais ce jour-là, nécessairement, l'amiral Lacoste lui a dit de quoi il était question et lui a forcément parlé de la destruction du navire. Oui, et moi j'apprécie énormément Hervé Gattegno, son livre est tout à fait passionnant. Oui, on le conseille. C'est la première fois que j'ai lu le rapport Lacoste, mais ça c'est une hypothèse qu'il formule. Donc vous ne croyez pas à ce qu'affirme l'amiral Lacoste ? Parce que on n'a jamais vu un chef des services secrets donner le détail d'une opération à un président de la République. Ça ne se passe jamais comme ça. Il est allé lui indiquer qu'il allait... Je n'ai pas entendu autre chose dans la voix d'Hervé Gattegno. Mais l'amiral Lacoste dit dans son rapport, vous l'avez lu, il dit la conversation était suffisamment explicite. Mais pour l'amiral, mais c'est très gentil ça, mais je n'imagine pas, parce que ce n'était pas du tout la méthode de travail, et ce n'était pas celle de François Mitterrand, qu'on lui dit on va couler le bateau. Ça c'est absolument inconcevable. D'ailleurs, si on lui avait dit, il aurait dit vous êtes idiot. Donc, en revanche, Charles Hernu, lui, qui donne l'ordre, lui sait qu'on va couler le bateau. Ça c'est un autre problème, je vais y revenir. Mais ce qu'il va dire au président de la République, c'est le ministre de la Défense souhaite que j'intervienne pour que le bateau n'arrive pas à Mururoa. Ça, il va le dire. Parce que normalement... Il n'a pas besoin de l'aval du président de la République pour faire ça. L'ordre du ministre lui suffit. Oui, ça reste à débattre parce qu'il estime... Non, mais on ne connaît pas le type... L'amiral Lacoste va voir pratiquement toutes les semaines le président de la République pour lui raconter ce qu'il fait. Et donc, je ne sais pas
dans le détail, qu'est-ce qui a été dit? Personne ne le sait. Il n'y a aucune trace de ce qui s'est dit entre les deux. Mais c'est hautement improbable qu'on entre devant le président, qui n'entrait vraiment jamais dans les détails, sur le fait qu'on va couler le bateau. Ça me paraît invraisemblable. En revanche, le fait que Charles Hernu, lui, ait donné son feu vert et connaissait pas la nature de cette opération... c'est un autre problème. Alors là, en tant que témoin du début d'une partie de l'affaire, j'ai assisté au comité interministériel où la question du danger que représentait pour la marine d'arrêter un bateau de cette taille s'est posée. J'ai entendu, je suis témoin, j'ai entendu le dialogue entre Charles Hernu et le chef d'état-major des armées, puisque Lacoste n'était pas présent. Et Charles Hernu s'est tourné vers le chef d'état-major et lui a dit « Mon général, à votre époque, on savait comment arrêter ce genre de choses, vous mettiez des choses dans l'huile ». Le chef d'état-major, qui était quelqu'un qui ne parlait très peu, a hoché la tête. Et à ce moment-là, le ministre lui a dit « Mon général, expliquez à l'amiral comment vous faites ». Le reste, il n'y a aucun témoin de ce qui a pu se dire entre Lacoste et Hernu. Il est possible, je ne conteste pas ce que dit Hervé Gattegno, il est possible que Lacoste lui ait dit « On n'a pas d'autre moyen que de faire ». Simplement, ce qui est dit un peu partout, c'est qu'on voulait couler le bateau. Ça, c'est absolument pas vrai. Je n'ai jamais entendu, à aucun moment, dire qu'on voulait le couler. On voulait l'empêcher par tout moyen, c'est absolument exact, d'entrer dans l'atoll. Ça, oui. Le couler, je ne sais pas d'où c'est sorti. Les archives, Florent Valliot va prendre la parole, et les témoins de l'époque disent des choses beaucoup plus précises que ça. Il était absolument question, non pas seulement d'empêcher le bateau d'entrer dans la zone, mais de l'empêcher définitivement. Donc, autrement dit, il était question, dans les objectifs qui sont fixés, il est question de détruire le bateau. Et ce sont les scénarios, le service action dans ces cas-là propose plusieurs scénarios d'intervention, et tous les scénarios d'intervention qui ont été proposés visent à détruire le bateau. Donc il ne s'agissait plus, là, pour le coup, de mettre du sucre dans le moteur ou de fausser l'hélice. Il s'agissait vraiment de se débarrasser définitivement de ce bateau. Vous êtes fait, en tout cas, vous connaissez bien cette affaire, vous avez témoigné dans ce film, vous êtes fait une religion sur la chaîne de commandement, qui a donné l'ordre à qui, et qui savait pas, notamment dans la classe politique, au sein de ce gouvernement de l'été 85. La première question que vous avez posée à Hervé Gattegno, c'est quels sont les mystères qui subsistent. Et finalement, c'est un vrai mystère qui subsiste. Alors il y a effectivement des enquêtes, et Hervé Gattegno apporte des éléments qui sont extrêmement forts dans le raisonnement, mais pour le fait, ni le président de la République, ni le ministre de la Défense, ni l'amiral Lacoste n'ont jamais évoqué dans le détail ce qu'ils ont vraiment échangé comme type d'information. J'ai eu la chance de connaître l'amiral Lacoste à la fin de sa vie très longtemps. Il n'avait pas de relation aisée avec ni François Mitterrand, ni Charles Hernu. Exact. C'était une relation qui n'était pas fluide. Patrick Carrey confirme. Oui. Ouais. Il était d'ailleurs plutôt du bord opposé au président de la République, loyal à la République, mais il n'y avait pas de fluidité, ni avec le ministre de la Défense, ni avec le ministre des Armées, avec le président de la République. Le président de la République n'avait pas une appétence majeure pour les sujets de renseignement. Il y avait une petite anomalie, c'est que, effectivement, à la différence de ses prédécesseurs, il recevait le chef de la DGSE à l'Élysée, ce que ne faisait quasiment pas ses prédécesseurs. Donc, il y avait néanmoins une volonté de traiter ces sujets-là. Mais à l'Élysée, les interlocuteurs de l'amiral Lacoste étaient extrêmement nombreux. Il y avait le secrétaire général de l'Élysée, le chef d'état-major particulier. Donc je pense que, in fine, il y a eu une dilution de l'information qui a été donnée. Sur les fonds spéciaux, le chef d'état-major particulier du président de la République a eu un impact pour financer l'opération. Les fonds spéciaux qui vont financer cette opération. Donc je pense qu'il y a peut-être eu, en tout cas moi je reste sur cette idée qu'il y a eu une forme de dialogue de dupes où chacun a cru dire à l'autre ce que l'autre pensait savoir et qu'in fine, il y a peu de monde savait la réalité de l'opération. En tout cas, je ne vois pas François Mitterrand valider une opération dont il aurait connu le détail. En revanche, là où je rejoins Hervé Gattegno, c'est qu'il y avait une volonté du ministre de la Défense et du président de la République de ne plus avoir le problème de Greenpeace et donc de ne plus recourir aux anciennes solutions. On dévisse l'hélice, on donne la jaunisse à l'équipage ou on met du sucre dans le réservoir. Donc il y a eu une volonté de solution définitive. Alors vous allez plus loin, hein, vous tirez le fil et vous en arrivez à nous dire que c'est pas Hernu qui ment à Mitterrand dans cette affaire, mais c'est Mitterrand qui lui intime de mentir.
Alors là, ça c'est un moment, ça c'est un moment clé de la partie politique de l'affaire. C'est-à-dire que cette affaire est une sorte de thriller d'espionnage qui devient un scandale politique. Et donc ce scandale politique, lui aussi, il a pour origine ce fameux rendez-vous du 15 mai, parce que François Mitterrand, ayant donné peu ou prou son feu vert à cette opération, François Mitterrand, ensuite, lorsque l'affaire est connue et que les soupçons visent le service secret français, il est obligé de couvrir l'ensemble de l'opération. Et là, se produit une sorte de quiproquo assez ahurissant à ce niveau de l'État, c'est que Charles Hernu, pendant plusieurs semaines, va penser que par l'ordre qu'il a donné au service et par la mauvaise exécution de l'opération, il a lui-même mis en difficulté le pouvoir politique. Et vis-à-vis de François Mitterrand, qui est son maître, son mentor et presque son idole, racontent les témoins de l'époque, il se sent particulièrement embarrassé. Et donc François Mitterrand ne va jamais lui dire, pendant toutes ces semaines, jusqu'à la fin du mois de juillet, François Mitterrand ne va jamais lui dire qu'il a vu en tête-à-tête l'amiral Lacoste pour évoquer cette opération, et que donc il en est informé depuis l'origine. Et Charles Hernu ne va l'apprendre qu'à la fin du mois de juillet par une confidence de l'amiral Lacoste, et lorsqu'il le découvre, il est complètement ébahi et il raconte à quelques-uns de ses collaborateurs, on verra si Patrick Carreil a eu cette confidence aussi, Charles Hernu raconte à ses collaborateurs que François Mitterrand, décidément, est encore plus fort qu'on ne le pensait, c'est vraiment le maître du secret, depuis le début, il est au courant de cette opération, et lui, psychologiquement, pour Charles Hernu, c'est un double déclic. D'abord, il se sent complètement conforté et donc il va s'enfoncer lui aussi dans une spirale de mensonges assez folle, et d'autre part il se sent rassuré puisque ce n'est pas par sa faute que François Mitterrand et le pouvoir socialiste de l'époque se retrouvent en difficulté, en quelque sorte c'est une décision qui ne lui appartenait pas, et maintenant il se retrouve en position lui de protéger François Mitterrand. Je vais vous donner la parole tout de suite, bien sûr. Il y a autre chose que vous dites. Vous parlez d'un rendez-vous le 15 juillet et c'est Laurent Fabius qui va avoir le fin mot. Mais le 15 juillet, Fabius, François Mitterrand et Charles Hernu parlent de cette affaire à la demande de Laurent Fabius. Et c'est Laurent Fabius qui vous raconte cette entrevue dans votre livre. Laurent Fabius est un peu le dindon de la farce. Ouais. Il est Premier ministre. On sait bien qu'il y a le domaine réservé du président. Les questions de renseignement et d'espionnage sont encore plus secrètes que le secret. Et Mitterrand et Hernu se mettent d'accord ? Et Mitterrand donne instruction à Charles Hernu de ne rien dire au Premier ministre. Et donc cette scène incroyable, une scène de théâtre se produit où, en présence du Premier ministre, le Président de la République dit à Charles Hernu, Charles, dites au Premier ministre, est-ce que oui ou non, les services secrets français sont impliqués dans cette opération? Et là, Charles Hernu met la main sur la poitrine et jure sur son honneur d'officier que non, le service, la DGSE, n'est pas impliqué dans cet attentat. Et le plus ahurissant, c'est que Laurent Fabius le croit, alors même que tout son cabinet lui dit « Mais non, monsieur le Premier ministre, évidemment que ce sont nos agents qui ont fait le coup, ça crève les yeux. » Et Laurent Fabius, dites-vous dans votre livre, à aucun moment ne pense que François Mitterrand peut lui mentir. En revanche, il a un doute sur la version que lui sert Charles Hernu. Alors, sur ce qui vient d'être dit... Je reviens juste d'un mot. La raison pour laquelle... Il y a mystère, je le reconnais, vous avez raison. Mais la raison pour laquelle je ne suis pas convaincu qu'il ait été explicitement demandé de le couler, ou en tout cas, quand j'entends dire que c'était l'intention de couler le bateau pour les empêcher de revenir, la raison pour laquelle ça ne tient pas la route, c'est qu'il y avait une flottille de bateaux. Et que quelques semaines plus tard, en tant que directeur de cabinet du nouveau ministre, Paul Quilles, j'ai eu à suivre avec lui comment empêcher cette flottille d'aller dans le truc. Donc ce n'est pas parce qu'on aurait coulé un bateau qu'on n'en aurait pas eu 10 le suivant. Donc voilà, je reconnais qu'on ne le sait pas. Simplement, je voudrais terminer sur un point. Non mais ce mensonge, pardonnez-moi, mais ce mensonge orchestré entre... le chef d'État et son ministre de la Défense, tel qu'il est décrit dans ce livre d'Hervé Gattegno, est-ce qu'elle vous paraît plausible? Est-ce que vous-même, vous avez eu un doute sur tout de même les positions tenues par votre ministre à l'époque? Je peux d'autant plus le crédibiliser que des mois plus tard, ayant l'occasion de parler de cette affaire avec Laurent Fabius, qui n'était plus Premier ministre, il n'était toujours pas convaincu que le président l'avait autorisé. Il continuait à penser que c'était un coup d'Hernu derrière son dos ou des services. Et j'ai dû lui expliquer que moi je le savais pas par Hernu, pas par Lacoste, je le savais par le coup de téléphone du général Saunier qui me demandait si on pouvait donner 3 millions, j'en avais aucune idée, je lui ai dit écoutez mon général, la seule question que ça pose c'est est-ce que c'est autorisé ou pas ?
Et il ne m'a pas répondu, il n'avait pas à me répondre. Et 3 millions étaient débloqués. Donc je dois dire que des mois plus tard, il n'était toujours pas convaincu qu'on lui avait menti. Voilà. Le fameux rapport Tricot. Alors, est-ce qu'on a affaire à une vraie fausse opération de communication montée de toutes pièces par les services secrets français avec l'accord de Charles Hernu, peut-être même, pourquoi pas, du chef de l'État de l'époque. Un tissu de mensonges, nous dit-on dans ce film, une insulte à l'intelligence. Voilà ce qui est dit dans ce film sur rapport Tricot. C'est tout de même étonnant, là. C'était quoi le principe de ce rapport Tricot? D'abord, le choix de Bernard Tricot, c'était... L'ancien secrétaire général de l'Élysée, l'ancien rapporteur, enfin celui qui avait créé la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc, un homme au-dessus de tout soupçon, sans accointance politique avec le pouvoir en place, dont on pensait qu'il connaissait l'État et il avait une intégrité absolue. Donc, le nommer en sortie, c'était une sortie de crise magnifique, parce que s'il dédouanait les services, tout le monde croirait le rapport Tricot. Bon, la difficulté, c'est que Bernard Tricot, il avait été secrétaire général de l'Élysée, mais il ne connaissait pas nécessairement les sujets de renseignement, puisqu'à l'époque, l'Élysée n'était pas structurée pour que Bernard Tricot en ait... pour le moins, c'est ce qu'on a envie de se dire. Avec le recul, maintenant, on se dit... Absolument. Et ensuite, il a été très bien accompagné. Parce qu'il a été... Alors, qui l'accompagne, là? La DGSE l'a prise en main, l'a fait visiter ses locaux, lui a fait rencontrer des personnes qui vraiment l'ont circonvenu et ont abaissé une vigilance qui était la sienne. Mais il a donc rédigé un rapport quasi sur commande, mais une commande tellement bien passée que l'auteur n'en a pas conscience. Mais lorsqu'il remet ce rapport, lorsque le rapport va devenir public, il a une forme de sursaut, et en fait, il tue lui-même son rapport, puisque le jour de la remise, il reconnaît qu'il n'est pas impossible qu'il ait été dupé. Donc, la sortie de crise s'effondre, puisque le rapporteur reconnaît qu'il a pu être, en quelque sorte, l'objet d'une manipulation. Donc, le rapport Tricot n'a aucune crédibilité le jour même où il est remis. Comment vous l'avez vécu, ces conclusions du rapport Tricot, c'est au poste que vous occupiez à l'époque? C'est l'annonce qu'on faisait un rapport. C'est-à-dire, j'étais en vacances et je regardais quand même, comme je devais quand même suivre un peu ce qui se passait, le journal télévisé, et je vois Laurent Fabius annoncer qu'il a demandé une enquête à Bernard Tricot. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui dysfonctionne. On est en train d'enquêter sur nous-mêmes. Je n'imaginais pas que le Premier ministre n'avait pas été mis au courant par le Président. Mais c'est normal, c'est la situation qui prévalait depuis que Giscard d'Estaing, se méfiant de Chirac Premier ministre, avait ordonné qu'il n'y ait aucune communication entre les affaires de la DGSE et le Premier ministre. Et donc effectivement, d'abord moi-même au cabinet, j'en étais déconnecté et il n'y avait aucune liaison, aucune passerelle qui permettait au Premier ministre d'être au courant. Et c'est comme ça que ça fonctionnait depuis 1976 et François Mitterrand n'a pas changé le système. Là, on voit ce que c'est un service de renseignement et d'espionnage qui fonctionne bien en réalité. Il y a beaucoup de dysfonctionnements dans le service, dans cette affaire, mais il y a aussi des choses qui marchent. La façon dont ils prennent en main, dont la DGSE prend en main Bernard Tricot, qui est un haut fonctionnaire assez imbu de sa personne et qui pense qu'il est là pour défendre les intérêts de l'État, est absolument spectaculaire. J'ai retrouvé dans les archives du service secret des papiers qui ont été rédigés à l'attention de Bernard Tricot où tout est faux. Donc on fait des faux comptes rendus de mission, des faux plannings de ce qu'auront à faire les agents sur place. Et ensuite, on emmène Bernard Tricot au siège du service Action et en prenant des mines de comploteurs, on lui dit « Regardez, on va vous montrer des papiers que normalement personne ne devrait voir. » On lui montre ça. Bernard Tricot est persuadé qu'il est au cœur du secret. On lui montre des papiers qui sont entièrement faux. Il en sort absolument convaincu que les agents qui étaient en Nouvelle-Zélande n'étaient là-bas que pour faire du renseignement et sûrement pas pour couler un bateau, qu'aucun ordre n'a été donné en ce sens. Et il va même plus loin, considérant qu'il est lui-même un acteur de cette affaire pour la défense de l'État et de la République française. Il dupe l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande à Paris, à qui il va, sous le sceau de la confiance, demander s'il a la possibilité de lui donner la liste des charges retenues par les enquêteurs néo-zélandais contre les 2 agents français qui ont été arrêtés. L'ambassadeur lui fait remettre ce papier contre la promesse que, bien entendu, ça reste pour lui et pour aider son enquête. Que fait Bernard Tricot avec ce papier? Immédiatement, il le remet à l'amiral Lacoste pour que le service secret sache
enfin ce que la police néo-zélandaise a trouvé sur ses agents, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est à l'autre bout du monde, le droit anglo-saxon, les procédures sont très bien verrouillées, et donc la DGSE était complètement dans le brouillard et ne savait pas quelles preuves les enquêteurs néo-zélandais étaient susceptibles d'avoir retenues contre leurs agents. On va écouter Laurent Fabius. Il était bien entendu dans ce documentaire. Nous sommes le 22 septembre 1985 et il connaît enfin la vérité. Le ministre de la Défense vient de m'informer des premières conclusions de l'enquête menée sur l'affaire du Rainbow Warrior. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Laurent Fabius, donc, après, c'est un rétropédalage historique, quasiment, on peut le dire, puisque c'est lui qui présente les conclusions de ce fameux rapport Tricot que nous avons évoqué ensemble. Puis alors là, quelques semaines plus tard, c'est déjà plus Charles Hernu qui est ministre de la Défense, c'est celui qu'on a vu sur ces images, c'est Paul Quilles qui devient ministre de la Défense. Il aura payé cher, politiquement, cette affaire, Laurent Fabius. On a l'impression qu'il boit jusqu'à la lie, hein. Oui, alors je crois que pour la postérité, c'est pas l'affaire qu'on lui reproche. Il a plus de sujets avec le sang contaminé que le Rainbow Warrior. Tout le monde est assez conscient du fait qu'il a été le dindon de la farce, puisque non seulement il n'a pas été informé, mais en plus, le président de la République lui laisse quand même prendre une forme de responsabilité médiatique en annonçant qu'ils avaient agi sur ordre et donc en signalant qu'il avait lui-même découvert que des ordres avaient été passés sans qu'il en soit destinataire. Donc toute cette histoire est en fait une forme d'humiliation plus que d'un rétropédalage. Mais il y a chez Laurent Fabius et son entourage de l'époque une forme de fureur qui consiste en fait à vouloir solder ce mensonge qui a été orchestré par le président de la République, le ministre de la Défense, et qui les a en quelque sorte plongés dans une crise dont la résolution aurait été quand même beaucoup plus simple si la spirale du mensonge n'avait pas été enclenchée. Et je le signale parce que dans son entourage, Claude Silbersan était son conseiller aux affaires intérieures et qui suivait l'affaire du Rainbow Warrior. Il deviendra patron de la DGSE 4 années plus tard et il n'aura de cesse que de réformer ce service pour que ce qu'il avait vu son patron devoir faire ne se reproduise jamais plus. Oui. Donc c'est vraiment très important dans l'entourage fabusien. Alors Patrick Carreil, votre ministre est démissionné quelques jours avant cette déclaration que nous venons de voir. Il est démissionné le 17 septembre. L'amiral Lacoste, lui aussi, le patron des services secrets français, est démissionné. Et vous resterez aux côtés de Paul Quilles en tant que directeur de cabinet. Et j'ai eu à gérer la deuxième affaire Greenpeace, puisque quelques semaines plus tard, on faisait un nouvel essai. Laurent Fabius avait décidé d'y assister personnellement pour montrer qu'il y avait pu avoir un désaccord sur la manière dont s'étaient passées les choses, mais que l'ordre d'empêcher toute entrave aux essais était un ordre de toute la République. Donc il est parti là-bas, je l'ai accompagné, et nous avons eu avec Paul Quilles à gérer comment on faisait cette fois-ci. Et là, le point important, c'est que le ministre a demandé à entrer dans les plus petits détails. Et là, j'étais physiquement présent, parce que les entretiens d'Hernu avec le chef du service action, s'ils ont eu lieu, ce qui me trouve extraordinairement étonnant, et en tout cas avec l'amiral Lacoste, n'avaient pas de témoins. Donc, Paul Quilles a demandé à ce que je sois présent, et on est entré dans les plus petits détails sur comment on allait empêcher les bateaux d'entrer, et notamment de demander aux marins de ne pas utiliser même des balles doum-doum, comme il disait. Et donc, autrement dit, l'État français n'avait pas fini avec Greenpeace. Mais on a traîné les antinucléaires depuis toujours. Il y a toujours eu une volonté d'empêcher la France et d'autres nations, mais pas l'URSS. Dans votre livre, vous dites pour Charles Hernu, Greenpeace, c'était le KGB. Oui, écoutez, on ne savait pas. Alors très franchement, j'ai lu le livre, je n'ai vu aucun document permettant de le prouver. Et il y avait cette thèse reposant notamment sur un certain nombre de drôles de coïncidences. Voilà. Oui. Il y a dans les archives de la DGSE, on trouve quelques papiers, quelques notes de l'époque qui en effet relèvent des coïncidences. La plus troublante étant l'accès facilité à certains navires de Greenpeace à l'époque à des ports soviétiques dans lesquels normalement les navires occidentaux n'entraient pas. Mais ce n'était pas une preuve pour autant. En tout état de cause, j'ai regardé vraiment partout, j'ai fouillé partout, je n'ai trouvé aucun élément qui permette, contrairement à ce que disent certains anciens du service, de
d'établir le moindre lien entre Fernando Pereira, le photographe qui est mort à bord du Rainbow Warrior, et l'espionnage soviétique, le KGB ou que sais-je. Là-dessus, il n'y a absolument aucun élément. Alors, il nous reste 2 minutes. L'affaire Greenpeace, elle n'était pas tout à fait finie parce qu'il s'agissait aussi d'exfiltrer les vrais faux époux Turange, notamment. Et c'est Jacques Chirac qui, évidemment, a pris la suite. Est-ce que Jacques Chirac a tiré un maximum de profit politique de cette affaire ? Non, quasiment aucun. Quasiment aucun. Il s'est occupé dès son arrivée, dès mars 86, son arrivée à Matignon, où il succède à Laurent Fabius. Il s'est occupé comme une priorité de sortir ces 2 agents. C'est la raison pour laquelle le fameux rapport de l'amiral Lacoste que je publie existe. C'est parce que Jacques Chirac et son ministre de la Défense de l'époque, André Giraud, voulaient savoir exactement de quoi il retournait. Donc ils ont demandé ce résumé, qui est un document extraordinaire en soi, parce que normalement, un document comme ça n'existe pas. Et donc sur cette base, ils ont procédé à des négociations de coulisses très secrètes. Là aussi, j'ai retrouvé des tas d'archives qui montrent une seule chose, pour le dire en un mot, c'est que ça aussi c'était une supercherie. Il n'y a pas eu d'arbitrage final rendu sous l'égide des Nations Unies. Tout a été négocié entre la France et la Nouvelle-Zélande et habillé in extremis du tampon. Oui, alors il nous reste 1 minute. Je voudrais juste ajouter, je voudrais juste ajouter en un mot que la fin de l'histoire est à mes yeux injuste, car les 2 seuls qui ont été réprimandés, en quelque sorte, c'est le commandant de Maffar et le colonel et le capitaine Prieur. Aucun des 2 n'a été vraiment promu, alors qu'ils étaient tous les 2 des agents exceptionnels. À l'inverse, tous les autres protagonistes, autres que l'amiral bien sûr, ont tous été promus. Donc je voulais dire en terminant que j'ai une pensée pour les 2 qui n'ont commis aucune faute et qui ont payé cette affaire. Florent Valillot, vous dites quelque part, je crois dans le film, un contrôle parlementaire des affaires concernant le renseignement, d'une manière générale, a été mis en place par la suite. Je ne sais pas si d'ailleurs c'est une des conséquences de cette affaire. Non, pas directement. Mais c'est quand même compliqué de faire du contrôle concernant les affaires du renseignement français. Il n'y a qu'en France qu'on trouve que c'est vraiment compliqué, y compris sur ce type d'opération. Aux États-Unis, il y a une traçabilité absolue et les comités parlementaires reçoivent donc le détail de l'information. C'est non seulement possible, mais je pense que c'est même souhaitable. Ouais. Parce que 40 ans après, quand on est encore à se demander quels étaient le niveau de responsabilité de l'État, qui a dit quoi, à quel moment, c'est qu'il y a un problème et que la démocratie n'est pas mûre. Cette affaire aura néanmoins eu plusieurs avantages que je me permets de donner. Un, la création d'une délégation parlementaire au renseignement. Le titre est inventé par les communistes en 85, elle est adoptée en 2007. La plus grande réforme administrative de la DGSE qui sera conduite à partir de 89 par Claude Silbersan, c'est le service moderne. Et puis surtout pour le service de renseignement, paradoxalement, ça sera aussi un moyen de recrutement. Beaucoup d'agents de la génération 85-90 iront au service pour défendre la France parce qu'ils estimaient que le service avait été injustement traité. Ce sera le mot de la fin. Un grand merci vraiment à tous les 3 d'avoir participé à ce débat doc aujourd'hui. Après ce documentaire tiré de la série Les mensonges de l'histoire, je conseille la lecture de ce livre, notamment cet été, pourquoi pas, sur les plages. 2 bombes sous le Rainbow Warrior chez Flammarion, signé Hervé Gattegno, pour en savoir encore un peu plus sur les dessous de cette affaire après notre échange, après ce film dans cette émission Débat doc. Merci à Félicité Gavalda. Merci aussi à Yasmine Benaïssa, pour qui c'était la dernière émission Débat doc. Un grand merci pour ces 6 mois de travail dans cette émission. Prochain rendez-vous avec Débat doc, ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. Ça sera à la même place et à la même heure. À très bientôt.